Smart Bourse vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une séquence importante concernant l'activité économique et surtout le marché du travail aux États-Unis. C'est une semaine qui est marquée par plusieurs statistiques sur le front de l'emploi américain. Les investisseurs ont pris connaissance des créations d'emplois dans le secteur privé au mois de mars après la publication de l'enquête ADP qui montre un ralentissement, peut-être les premiers signes d'un ralentissement ou en tout cas d'une détente du marché du travail. On avait déjà vu les ouvertures de postes hier pour le mois de février retomber sous la barre des 10 millions pour la première fois depuis près de 2 ans. Et en termes de création d'emplois dans le secteur privé, on est passé d'un chiffre à plus de 260 000 pour le mois de février à 145 000 pour le mois de mars, quand le consensus des économistes attendait un chiffre autour de 200 000. D'autres statistiques sont à venir et ce sera lors de ce vendredi particulier pour les investisseurs qui à la fois verront des marchés fermés tout au long de la séance, mais devront prendre connaissance quand même du rapport mensuel sur l'emploi américain avec la photographie complète du marché du travail américain qui sera publié ce vendredi. Sur le fond des enquêtes d'activité, on notera là aussi un début d'affaiblissement peut-être de l'activité des services aux États-Unis avec un ISM Service pour le mois de mars qui est sorti un peu en dessous des attentes. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Sur le front des marchés, petite baisse aujourd'hui à signaler pour les actions en Europe, quand bien même certains marchés se tiennent plutôt bien. Le CAC 40 tourne autour des 7300 points en cette fin de séance, en baisse de 0,5%. Il y a une star à signaler quand même sur le marché parisien aujourd'hui, c'est Sodexo avec un titre qui s'envole de plus de 10% ce soir en clôture. Le groupe a annoncé la scission à venir de sa division consacrée aux tickets restaurants et aux chèques cadeaux, une division importante évidemment pour Sodexo. Le groupe a par ailleurs relevé ses objectifs pour son exercice décalé en cours et donc le titre est la vedette du jour sur le marché parisien. Enfin, dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, nous reviendrons sur le thème de l'eau, un thème d'avenir bien sûr, avec des questions qui se sont brutalement invitées dans le débat public français. Vous l'avez sans doute suivi ces derniers jours. Au-delà du sujet spécifique français, c'est un débat au niveau global, une discussion sur l'eau et la manière de gérer cette ressource particulière qui est en train de reprendre de la traction au niveau mondial, y compris au sein des Nations Unies qui tenait une conférence sur l'eau il y a quelques semaines à peine pour la première fois depuis des dizaines d'années. C'est un spécialiste de ce thème qui sera avec nous en plateau à 17h45, gérant chez Thematics Asset Management. Arnaud Bishop sera notre invité donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais d'abord, les infos clés de marché. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen, et une bourse de Paris qui avance sans véritable tendance. Petite baisse à l'arrivée ce soir pour le CAC 40. Oui, l'indice digère comme il peut la flopée d'indicateurs parus cet après-midi, a commencé par l'annonce de seulement 145 000 créations d'emplois en mars dans le secteur privé aux États-Unis. C'est une baisse importante par rapport au mois précédent, mais aussi en deçà des attentes. Autre indicateur américain paru ce jour, le déficit commercial s'est creusé en février. Il ressort à 70,5 milliards de dollars. En termes de facteurs, le département du commerce évoque une baisse plus importante des exportations que des importations, particulièrement du côté des matières premières et des produits pharmaceutiques. Et puis, toujours aux États-Unis, l'indice ISM des services du mois dernier apparaît bien plus faible que prévu en mars. Il a reculé à 51,2 contre 55,1 en février. Pour rappel, on attend vendredi la statistique officielle du département du travail. Et puis, plus près de nous, l'enquête S&P Global témoigne d'une reprise de l'activité des entreprises
reprise dans la zone euro. Elle s'est accélérée en mars. Elle reste cependant inégale selon les secteurs et les pays. Du côté des valeurs qui font l'actualité, Alix, on retiendra tout d'abord quelques dégagements sur le secteur bancaire. Oui, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent. Les valeurs cycliques, dont celles liées à l'automobile, avancent elles aussi dans le rouge. De fortes baisses du côté de Saint-Gobain, Schneider Electric, Renault, Faurecia et Michelin. Sodexo bondit au premier semestre. Le groupe de restauration collective a vu sa rentabilité s'améliorer davantage que prévu grâce à une forte hausse de son chiffre d'affaires. L'objectif de croissance annuelle est quant à lui revu à la hausse. Et puis l'annonce d'un projet de cotation de sa branche dédiée aux avantages aux salariés via une distribution de ses actions aux actionnaires est elle aussi bien accueillie. Et puis dans le reste de l'actualité des entreprises, l'Irak et Total Energy débloquent leur méga projet à hauteur de 10 milliards de dollars. Ce projet est destiné entre autres à améliorer le réseau électrique irakien. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous en plateau, le responsable des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Benoît de Broissiat de nous accompagner également. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Montségur Finance et Éric Venet à nos côtés également. Bonsoir Éric. Ravi de vous retrouver, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Un mot de la macro peut-être Éric pour commencer avec, je disais, une séquence emploi importante côté américain, plusieurs chiffres statistiques qui marquent cette semaine jusqu'au rapport mensuel sur l'emploi publié ce vendredi, qui sera par ailleurs un jour férié. On a vu les premières morsures des hausses de taux foudroyantes de la Fed apparaître dans la sphère financière au cours du mois de mars, sur le territoire américain en l'occurrence. Le marché attend de voir si ces hausses de taux foudroyantes vont commencer à mordre un peu l'activité économique et le marché du travail américain. Alors on aurait dû le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on aurait dû voir d'abord la macroéconomie aller dans le sens où veulent aller les banquiers centraux, c'est-à-dire freiner l'activité et puis freiner les anticipations d'inflation. Ça fonctionne, on est de plus en plus certain que ça fonctionne. Jusqu'où on descendra en termes de quantité, jusqu'où on descendra en termes de désinflation, d'anticipation d'inflation, on ne sait pas, mais entre-temps, on a eu quand même déjà des conséquences un peu difficiles. Première, c'était au niveau bancaire. Effectivement, on a tellement monté les taux qu'on a créé des craquements dans certains secteurs, et notamment dans le secteur bancaire. Et je pense qu'on est en train d'en créer d'autres dans le secteur social, parce qu'on voit aussi des consommations dans les consommateurs à faible revenu qui, pour la première fois, voient leur consommation en volume, quantité, en volume, chuter. Donc, est-ce qu'on ne va pas non plus avoir pas une crise sociale, mais des difficultés sociales supplémentaires, parce que là encore, on aura remonté trop vite. Alors là, les entreprises auront remonté trop fortement leur prix sur des biens avec une faible élasticité. En fait, la réponse de tout ça, c'est l'élasticité de l'économie en termes macroéconomiques, aux objectifs, aux instruments de politique budgétaire et monétaire, et l'élasticité des agents économiques, consommateurs et producteurs, au signal prix. Et c'est ça toute la difficulté. Et on parle bien de secteurs clés pour les dépenses et les postes de consommation des ménages, avec une répétition, une fréquence d'achat. L'alimentaire, par exemple, est l'exemple que tout le monde a en tête. C'est pas le sujet du luxe. On sait qu'il y a du pricing power dans le luxe, mais c'est pas ça le problème de l'inflation, bien sûr. Oui. Alors après, on rajoute un matelas d'épargne qu'on n'a jamais eu, puisqu'on sort effectivement de mois où on subventionnait les agents économiques, donc c'est venu un peu brouiller les cartes. Donc la question c'est, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin en termes de volonté politique, budgétaire et monétaire, sachant qu'on n'avait toujours pas d'impact macroéconomique qu'on commence à avoir, qui ont été masqués par l'épargne, le surplus d'épargne, à la fois des entreprises et à la fois des particuliers. Donc si cette épargne est consommée, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'épargne de précaution ou de
matelas sur matelas du Covid, eh bien, on va avoir tout de suite une réponse beaucoup plus violente des consommateurs qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant. Une rupture, un point de rupture. Voilà. Et la même chose, ces entreprises, c'est-à-dire qui étaient gorgées d'emprunts à taux zéro, ainsi de suite. On risque aussi d'avoir, pour ces entreprises, un problème de refinancement, puisqu'ils ont épuisé leur stock d'épargne également. Donc c'est ça la difficulté à appréhender aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment qu'on voit apparaître dans le discours des banques centrales une focalisation sur la stratégie prix des entreprises. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois ou il y a un an en arrière, le message d'avertissement des banquiers centraux était de dire attention, il ne faut pas que les salaires montent trop si vous voulez que l'inflation baisse. Aujourd'hui, le message, c'est attention, il va falloir que les profits et les marges des entreprises ou de certaines entreprises ou de certains secteurs, de certaines industries baissent si on veut voir les prix baisser. Parce qu'une partie de la hausse des prix, elle se retrouve en fait plus dans les marges que dans les salaires. Et en fait, donc par rapport à ce schéma-là de refroidir l'économie, on pensait qu'on était à taux de marge normal. Et donc, il y avait un risque de transmission par les salaires. Et or, il s'est avéré que les entreprises en ont profité pour... profiter entre guillemets, d'augmenter leur marge, et donc on s'aperçoit que ça empêchait la bonne répercussion des politiques macroéconomiques, et ça a surtout aggravé les problèmes sur les différents marchés en fait. Donc aujourd'hui on est un peu coincé, c'est-à-dire qu'il faudrait que les entreprises baissent leur marge, mais si on voit que les entreprises baissent leur marge, on va s'inquiéter aussi sur leur capacité d'investissement et ainsi de suite. Or entre-temps, ils n'ont pas investi puisqu'ils ont racheté leurs actions. Donc on est vraiment dans des cercles un peu vicieux, donc il va être difficile de sortir. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est à la fois un sujet microéconomique qui se retransmet dans la question des banques centrales aujourd'hui. Benoît, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction de réaction des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, se sont découvertes un pricing power, un pouvoir de fixation des prix qu'elles n'avaient jamais imaginé de leur vie? Est-ce que ces mêmes entreprises aujourd'hui seront aussi réactives face à la baisse du coût des entrants qu'on peut déjà constater pour un certain nombre de matières premières, du transport et de composants ou de matières premières qui servent à la fabrication et à la transformation industrielle? Je pense que si on raisonne aussi d'un point de vue microéconomique, c'est que ce qu'on observe, c'est que pour certaines entreprises aussi, il y a la capacité effectivement de refacturer dans leur prix des hausses de coûts, que ce soit des hausses de coûts salariaux ou des hausses de coûts matières premières, énergétiques, etc. Mais il y a aussi une fonction de réaction qui est liée aux termes contractuels. C'est-à-dire qu'il y a forcément un décalage entre l'observation de la hausse de certains facteurs de production et par ailleurs la retranscription dans vos prix. Donc en fait, ce qui est difficile dans notre lecture aujourd'hui, c'est qu'on raisonne avec le décalage nécessaire entre l'observation de la hausse de certains coûts et la retranscription dans les prix à la consommation ou les prix à la production de certaines entreprises. Donc en fait, c'est quand même délicat à considérer. L'autre facteur que l'on peut considérer, c'est que aussi, parmi l'ensemble des facteurs explicatifs, c'est quand vous avez certains secteurs sur lesquels vous avez peut-être des capacités de production qui sont insuffisantes pour répondre à une certaine demande, dans ce cas-là, il faut investir. Or, si vous avez des hausses de taux, forcément, ça renchérit un peu le coût de l'investissement pour ces secteurs. Et donc, le facteur d'ajustement n'est pas forcément toujours très efficient. Et donc, la variable clé, comme elle a été expliquée, c'est la question de l'élasticité, mais sur laquelle il peut y avoir un décalage temporaire qui n'est pas facile à expliquer. Et à saisir et à comprendre. Et donc, il faut... Quand on regarde les statistiques aujourd'hui, il faut les prendre avec un peu de précaution et se dire qu'effectivement, il peut y avoir des décalages. Comme sur le marché de l'emploi, on peut continuer à avoir des trajectoires qui restent solides, assez bonnes, même s'il y a une décélération évidente, mais qui peut marquer de vraies fragilités. Et c'est là où, effectivement, le pilotage par les banques centrales ou par les pouvoirs publics, de manière générale, n'est pas évident à réaliser. Sur les stratégies prix des entreprises qui sont au cœur du sujet, peut-être macroéconomique ou de politique monétaire aujourd'hui. Gilles, est-ce qu'on aura des phénomènes d'ajustement de prix ou de modération des hausses ou d'ajustement à la baisse relativement rapides par rapport à ce qu'on observe déjà sur un certain nombre de coûts d'entrants? Ma conviction, c'est qu'il faut être très prudent quand on regarde 2022.
et qu'on regarde les hausses de prix qu'on a pu observer sur le marché, parce que elles correspondent pour beaucoup à une situation qui était une situation atypique de réponse à un choc. Un choc qui a été la guerre en Ukraine et qui a été de répondre de manière immédiate à une disruption. Disruption, alors ça a été sur le gaz, mais ça a été y compris sur la logistique. Et donc à ce moment-là, les entreprises ont eu un premier réflexe de dire si je veux continuer à produire, il faut que j'assure mes stocks. Donc on continuait à acheter et on a accepté de payer les hausses de prix pour ne pas s'arrêter du jour au lendemain. On s'aperçoit, et on l'a bien vu sur le gaz, c'est qu'en fait, une fois passé le choc, en réalité, les prix redescendent à des niveaux qu'on n'attendait pas. Et que maintenant, on comprend que l'hiver prochain, oui, ça peut remonter, mais qu'en fait, on ne retournera pas au niveau qu'on avait touché au moment du choc. J'entends. Et que, de la même façon, la disruption passée, les entreprises se sont aperçues que finalement, c'était en train de s'assouplir dans les chaînes de production. Le prix du conteneur s'est effondré, mais littéralement. Les capacités de production qui étaient plus disponibles, elles redeviennent disponibles, y compris sur les semi-conducteurs. Et donc, que là où les entreprises avaient fait des stocks à des prix qui étaient sans doute un peu trop élevés, aujourd'hui, elles se disent, avant de recommander, je vais d'abord consommer les stocks que j'ai. Donc, en fait, elles vont avoir un impact de baisse. On va déstocker. On va déstocker, donc un impact de baisse. Et en face de ça, on a commencé à avoir une baisse des prix. Donc en réalité, si les industriels veulent vendre, et on va le voir dans la chimie, en réalité, ils vont prendre baisse de volume et en plus, ils vont devoir accorder des bases de prix. Donc je pense. Donc ça, on va le voir, ça. Ça, on va le voir. Et il me semble que l'année 2022, elle était un peu atypique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est réveillé soudain, on se dit, en fait, tout le monde a du pricing power. La réalité, c'est que non, vous n'avez pas de pricing power partout. Une compagnie aérienne, ça n'a pas de pricing power. Je veux dire, si demain... certains imaginent que si, maintenant. Oui, non, mais... Ils peuvent toujours l'imaginer, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la barrière à l'entrée pour monter une compagnie aérienne, ça reste à peu près pas grand-chose. D'accord. Et donc, à partir du moment où vous avez le choix... Il y a suffisamment d'intensité concurrentielle dans ces secteurs-là qu'on cite aujourd'hui pour que tous les acteurs reviennent vite à la réalité. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de frein pour avoir des créneaux. C'est bien le problème de ces secteurs-là. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive peut avoir des créneaux. Alors, c'est des créneaux pas forcément les mieux. Vous partez à 6h du matin et vous revenez à minuit. Mais la réalité, c'est que dès que vous remettez de la capacité, ce qui intéresse la plupart des gens en loisir, c'est de payer le moins cher possible. Donc, si vous avez le choix entre un Paris-New York à $600, à 600 €, ce qui était le prix il y a encore 18 mois, et maintenant, la même chose, ça vaut 2200 €, vous savez quoi, dès que vous allez rouvrir des capacités, ça va se remplir. Donc ça, c'est devant nous. Et on va le voir à travers 2023. Parce qu'aujourd'hui, dans le tourisme et dans le loisir, tout le monde vous dit, attention, le last minute, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut, parce que les prix vont continuer de monter. Vous avez des affiches, c'est des messages d'alerte sur les sites de réservation. Expérience personnelle, on vous prévient d'ores et déjà, fixez votre prix tout de suite, parce que dans un mois, dans 2 mois, ce sera beaucoup plus élevé encore. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en réalité, il y a quand même des capacités qui sont en train de revenir. Effectivement, on avait complètement coupé les capacités. On va remettre des capacités à mesure qu'on va remettre des capacités. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour de capacité. Donc c'est juste un phénomène de décalage. C'est un phénomène de décalage. Et donc, moi, je suis à peu près sûr que ça reste une industrie qui reste structurellement pas créatrice de valeur dans la durée. Donc là-dessus, j'ai à peu près pas de souci. Il y a d'autres industries, en réalité, sur lesquelles on est en train on va créer de la surcapacité dans un certain nombre d'industries. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de demander à un certain nombre d'industries de relocaliser. Là où pendant des années on avait créé de l'efficience en créant des productions mondialisées, centralisées, qui avaient vocation à servir le monde entier. En réalité, on est en train de dire non, mais en fait, il va falloir construire des capacités de production en Europe, aux États-Unis. En ce faisant, en réalité, vous créez de l'inefficience. Et donc, on va sans doute à terme avoir des baisses d'intensité d'utilisation de capacité. Et ça, de 2 choses l'une. Soit vous les faites porter aux consommateurs, soit à la fin, vous avez dit, moi, de toute façon, j'ai des capacités inutilisées, et donc on va rebaisser les prix. Donc, de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'on a eu une année qui était un peu 2022 qui était un peu atypique, mais qu'en réalité, on est en train de sortir d'une ère où on a eu 30 ou 40 ans de baisse des taux, baisse de l'inflation, hausse des marges. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on est sorti de la baisse des taux. Et les marges vont baisser. Que l'inflation est en train de repartir. Et que même si elle va rebaisser un peu, globalement, on ne va pas retourner les niveaux d'inflation qu'on avait. Parce que démondialisation, parce que transition écologique. Oui, les facteurs de long terme.
ça va se traduire également par une baisse des marges, alors qu'ils ne retournera peut-être pas sur les niveaux auxquels ils étaient précédemment, parce qu'il y a quand même eu des améliorations, les entreprises allouent un peu mieux leur capital, mais mon pari, si je devais en faire un, je ne suis pas tellement joueur, mais ma conviction, c'est qu'on devrait avoir une érosion des marges devant nous. Baisse de marge, Eric. Les marges sont dans le viseur. C'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'en fait, par rapport à ce choc conjoncturel d'offres qu'on n'arrive pas à produire, en plus, on a un problème structurel, c'est-à-dire qu'une relocalisation, c'est clair qu'on ne peut plus produire en Chine, et puis donc il faut absolument sécuriser ses approvisionnements. Donc on a un système d'incertitude Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va créer une usine parce qu'on ne sait pas. D'abord, est-ce qu'on va aller aux États-Unis, là où on est subventionné? Est-ce qu'on reste en Europe? Donc, il y a un problème aussi de décision d'investissement. Donc, on va privilégier dans un premier temps effectivement, la rentabilité, parce qu'on ne pourra pas forcément, même si on voulait augmenter l'offre, parce qu'il y a d'autres conditions qu'on en. Mais regardez, au cours du dernier mois, on a annoncé 3 constructions d'usines de panneaux solaires en Europe. En Espagne, Iberdrola ce matin, Enel en Sicile il y a un mois, et je ne sais plus qui en France il y a 3 semaines. Oui, je veux dire. Mais parallèlement, il y a une usine qui s'est dit, on va peut-être plutôt, on avait un projet en Europe, on va peut-être s'installer aux États-Unis. Oui, mais il n'y en avait pas d'usine de panneaux solaires. Et le truc, c'est qu'en fait, on les faisait en Chine pour pas cher. Oui. Et donc aujourd'hui, ces usines, elles seront économiquement sans doute moins rentables. Et que tout ça faisant, en fait, je pense que. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et c'est pas pour autant la fin du monde. Mais ça augmente les frottements, en fait. Ça va augmenter les frottements, et de deux choses l'une. Soit c'est les consommateurs qui payent, et ils sont déjà sous pression, soit à un moment donné, c'est que les entreprises vont accepter. C'est la deuxième jambe, c'est-à-dire par rapport au frottement de l'offre. Jusqu'à maintenant, ils avaient beau jeu parce que la demande est toujours là. Ah ouais, bien sûr. Et donc, mais là aussi, la demande, elle n'est pas linéaire. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il y a des seuils. Enfin, j'en ai déjà parlé. Oui, bien sûr. Il y a des points de rupture. Il y a des points de rupture. À un moment donné, ça ne va plus passer. D'accord. Je ne sais pas quand. Enfin, je citais le. Bien sûr. Il y a un point qui a fait qu'à un moment donné, vous n'acceptez plus de payer ce prix-là. Bon. Ce qui se passe un petit peu, à mon avis, dans la consommation alimentaire, parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas payer. Enfin, vous ne pouvez pas parce que socialement, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le pouvoir d'achat, ou vous n'acceptez pas de payer pour ce prix-là. On va voir ça systématiquement dans tout. Alors, jusqu'à maintenant, les services étaient épargnés, mais même dans les services, à un moment donné, bien sûr. Vous arrivez avec plus 15, non, ça ne va pas le faire. C'est en train d'arriver dans l'immobilier. Le renchérissement des conditions de crédit fait qu'en fait. Ah oui, alors c'est un peu. Oui. C'est vrai, ça ne va pas aider, effectivement. Ça va pas aider, mais le renchérissement des conditions de crédit fait qu'à un moment donné, on a un ralentissement. Donc, soit à un moment donné, les prix vont baisser, mais soit le marché va rester étal. Il y a quand même des gens qui ont besoin de vendre. Donc, à un moment donné, l'ajustement, il va se faire par les prix. Et donc, à la fin, c'est des marges qui vont baisser. Si on parle stratégie d'entreprise, Benoît, l'exemple ou l'actualité du jour nous amène à dire un mot de Sodexo. Sodexo, qui est la star du jour dans les valeurs moyennes, une hausse de plus de 10%, avec l'annonce d'une scission d'activité, puisqu'on va mettre en bourse, a priori, 2024, la partie ticket restaurant et chèque cadeau, pour dire les choses simplement. L'annonce est très bien reçue, c'est une bonne nouvelle. C'est une stratégie que les investisseurs aiment, Benoît ? Oui, manifestement, en tout cas, c'est applaudi par les investisseurs aujourd'hui. Il faut rappeler que Sodexo avait déjà en fait annoncé une revue stratégique de cette activité il y a de cela plusieurs mois. Ils avaient engagé des discussions avec des investisseurs stratégiques pour devenir minoritaires dans cette activité, et ils avaient finalement renoncé à faire venir des actionnaires stratégiques de type private equity pour compléter l'actionnariat de cette entité. Et finalement, plusieurs mois plus tard, voire un an plus tard, Sodexo annonce la scission de cette activité qui bénéficiera d'une cotation séparée. Pourquoi Sodexo engage ce mouvement ? Parce qu'il constate que ce sont des activités qui sont très bien valorisées. On a l'exemple du concurrent Parfait, Edenred, qui bénéficie de multiples beaucoup plus élevés que ceux de Sodexo. Je crois que Edenred se traite autour de 30 fois ses résultats, quand Sodexo se traite autour de 17-18 fois. Donc des multiples beaucoup plus élevés. Des activités aussi sur lesquelles probablement il y a un potentiel de consolidation. Et peut-être c'est bien d'avoir sa propre monnaie
pouvoir offrir des titres pour éventuellement envisager des fusions ou des opérations de plus grande ampleur. Et puis, ce sont des activités qui sont pas mal appréciées, notamment en ce moment, parce que c'est des activités qui bénéficient pleinement de l'inflation, parce que vous augmentez la valeur faciale des tickets, vous bénéficiez aussi du fait que voilà, les taux d'intérêt vous permettent de rémunérer les tickets qui sont payés en avance par les employeurs pour le compte de leurs salariés. Donc ce sont des activités qui sont appréciées, qui peuvent être peut-être mieux valorisées en dehors du périmètre de Sodexo, dont l'activité principale encore aujourd'hui reste de la restauration collective, du facilities management, enfin des activités sur lesquelles la dynamique de croissance est un peu inférieure et les marges sont aussi bien inférieures à celles des activités tickets, restaurants, etc., sur lesquels la marge opérationnelle s'élève à 30%. C'est le thème de la scission. Est-ce que c'est un thème, d'ailleurs, Benoît? Est-ce qu'il y a un moment opportun aujourd'hui pour un certain nombre d'entreprises dans différents secteurs d'extraire justement certaines activités bien valorisées pour séparer effectivement, alors souvent des activités historiques, la legacy, parfois des activités nouvelles ou en tout cas des activités avec un régime de croissance et de rentabilité différent, voire des activités du futur. Ça répond à différentes stratégies. On se rappelle que l'année dernière, Volkswagen a procédé à la cotation de Porsche et envisage éventuellement d'autres opérations analogues pour d'autres marques de son portefeuille. On pense à Lamborghini éventuellement, peut-être aussi à l'activité batterie, ou en tout cas la partie PowerCo de Volkswagen, où effectivement il y a toute l'activité batterie qui est concernée. L'ensemble des constructeurs automobiles, d'ailleurs, ils réfléchissent. Côté Stellantis, on parle de Maserati éventuellement, qui pourrait faire l'objet d'une cotation séparée. Côté Renault, il y a toujours la question autour d'Ampere, etc. Est-ce qu'on donne une autonomie, y compris via une cotation séparée? En fait, ce qu'on s'aperçoit sur certaines activités, notamment les activités qui justifient des investissements massifs et qui en fait vont consommer du cash, mais sont des activités très prometteuses à long terme et peut-être qui mériteraient d'être mieux valorisées par le marché, mais il va falloir faire des appels de fonds et sans doute sous forme de fonds propres, donc des augmentations de capital. Peut-être des cotations séparées sont légitimes. On pense à d'autres acteurs. Il y a aussi Umicore en Belgique qui envisage, qui laisse en tout cas cette option ouverte. Et après, il y a d'autres stratégies aussi qui peuvent intervenir. On se rappelle que Sanofi a coté EuroAPI en bourse sous forme de spin-off, donc en distribuant à ses actionnaires cette filiale. Côté Sanofi, il y a toujours l'interrogation, est-ce que les médicaments sans ordonnance peuvent faire l'objet d'une cotation séparée, parce que ce sont des activités qui sont intrinsèquement très bien valorisées. Glaxo a valorisé sa filiale à Léon avec des multiples assez supérieurs aux multiples du laboratoire lui-même. Donc oui, il y a tout l'éventail des options, enfin en tout cas des stratégies d'entreprise qui peuvent être réfléchis sur ces spin-offs. Siemens a fait de nombreux spin-offs, sa partie santé, sa partie énergie, etc. Bon, et puis dans les grands splits du moment, il y a aussi la division en 6 d'Alibaba. Pardon, Eric. Je pensais à Atos. Oui, Atos, je ne mets pas Alibaba et Atos dans le même... J'avais pas entendu Alibaba. Dans le même compartiment. Non, mais c'est emblématique, effectivement. Même Alibaba, il y a aussi les splits géopolitiques. Ah bah bien sûr. Oui. On touche à la Chine, c'est complètement Small is beautiful. Oui. On préfère des acteurs de plus petite taille. Et facilement plus contrôlables aussi. Et plus contrôlables. Oui, thème des splits, c'est pas nouveau. Alors, c'est souvent d'ailleurs une demande d'activistes aussi, qu'on peut retrouver moi, dans ces splits, à différents boards. Gilles, je les distingue de deux types. Ceux qui sont uniquement à visée financière, qui sont généralement ceux qui sont les moins intéressants et qui marchent qu'à moitié. Volkswagen, Porsche. Ça a été très bien pour Porsche, mais la réalité, c'est que Volkswagen n'a pas revalorisé parce que Porsche vaut plus. Je veux dire, la somme des parties, c'est un truc qui marche qu'à moitié. Sinon, Renault a toujours valu moins que la participation qu'ils avaient dans Nissan. Et à juste titre, j'ai envie de dire. Mais donc, cette approche financière, pour moi, c'est pas la plus intéressante. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est quand c'est une approche industrielle derrière. Et dans le cas de Sodexo, c'est une approche industrielle. Et c'est bien, et je veux dire, et on l'a bien vu, parce qu'en fait, le modèle Sodexo, on a déjà l'exemple sur le marché qui s'appelle Edenred, qui faisait partie d'Accor. Et on voit comment, en réalité, Edenred
donc quand ça faisait partie du groupe Accor, et Sodexo, titre de service, avait la même taille au moment du spin-off. La réalité, c'est que regagner de l'autonomie, ça a permis d'avoir un management qui soit dédié à cette activité-là, qui ne pense qu'à ça matin, midi et soir, et qui s'est concentré sur le développement de la société. Et qui, en plus, éventuellement, le cas échéant, ça n'a pas été le cas, mais peut utiliser son papier comme une monnaie d'échange. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, une cotation en bourse, ce n'est pas juste un cours qui bouge, c'est aussi un moyen de financement. Et donc, ça, pour Edenred, ça a fonctionné. Ce que dit Sodexo, ce que nous dit Sodexo, et c'est très intéressant, c'est qu'en réalité, quand ils avaient un board, un conseil d'administration, généralement, un conseil d'administration, ils avaient ça sur 2 jours, parce qu'ils sont mondiaux. Voilà. Généralement, ils faisaient les 2 jours sur l'activité restauration, parce que c'est là où il y a le plus de monde. Il faut se rappeler que... Et en fin de conseil, on disait un mot des tickets restaurants et des chèques cadeaux, quoi. Globalement, chez Sodexo, c'est 550 000 personnes. Il doit y en avoir, de mémoire, 540 pour la restauration collective et 10 000 chez titre de service. Donc, en réalité, pendant 46 heures, on parlait de l'activité restauration, et à la fin, dire il nous reste 2 heures, là, on va parler des titres de service. Tant et si bien qu'en réalité, Sophie Bellon, quand elle a pris la direction de la société l'an dernier, avait commencé par admettre que finalement, elle avait sorti du conseil d'administration. Elle avait déjà isolé dans le fonctionnement du conseil d'administration la partie... un conseil bis, quoi. Dédié à ça. Et pour nous, ça a été un signal très fort pour nous dire, voilà, il va se passer quelque chose. Évidemment. Et alors, si on poursuit la logique, parce que vous dites, ça permet d'extraire de la valeur, mais ça permet aussi, dans une logique industrielle, d'être peut-être au cœur d'un secteur qui va se consolider. Alors, en plus, et donc ça peut ouvrir des possibilités. Et je ne sais pas, on n'arrête pas de parler d'Edenred depuis tout à l'heure. Je sais pas, il y a 2 acteurs français mondiaux sur ces services prépayés. Est-ce qu'il y a une logique, si on tire les lignes, est-ce qu'il y a une logique entre les deux ? Telle part de marché sur des problèmes concurrentiels. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que... là, en choisissant la voie de la séparation telle que c'est annoncé, en réalité, le premier actionnaire reste la famille Bellon. Donc, en fait, ils n'ont rien perdu. Ils ont juste 2 actifs qui vont être gérés de manière indépendante et qui permettent, effectivement, d'avoir une société de plein droit qui va pouvoir gérer. Donc, pour nous, c'est véritablement une façon de dire, finalement, on va avoir 2 actifs. Alors, ça va générer un peu de coûts supplémentaires, puisqu'il va falloir doter la nouvelle structure de coûts. Mais finalement, on a une gestion autonome. Et ça, c'est quelque chose de plus intéressant. L'autre opération qui est en train d'arriver, qui a été annoncée pour la fin d'année, qui est du même genre, et qui est à mon avis tout aussi intéressante. Alors c'est un secteur qui fait moins rêver, mais moi je pense que c'est quelque chose. Ça marche en bourse, les secteurs qui font pas trop rêver en ce moment. Les boring stocks, ça fonctionne plutôt pas mal. Où on a 2 activités qui sont similaires, mais en réalité avec des dynamiques complètement différentes. C'est ce qui est en train de se passer chez Solvay, qui a annoncé la séparation entre les activités de commodities, où ils sont super leaders dans toutes les activités de soda ash, alors je ne sais pas comment on dit ça en français. Moi non plus. Soude caustique, merci. Soude caustique. Et qui génère énormément de cash flow disponible, et donc qui permet d'assurer un bon dividende, mais qui n'a pas une croissance folle, où ils sont de loin leaders mondiaux. Et les activités on va dire, matériaux avancés, qui rentrent notamment dans la composition des batteries, qui ont plutôt des fortes croissances, dans lesquelles il y a des besoins d'investissement. Et donc, ils ont annoncé la séparation en 2 de la société. C'est à peu près 50-50. Et quand on regarde les valorisations implicites de chacune des activités, en réalité, si on applique les multiples des chimies de spécialité sur l'activité, en réalité, on sort aujourd'hui avec un potentiel d'appréciation aujourd'hui de l'ordre de 35%. Simplement parce qu'on a séparé les activités. Est-ce que ça sera un peu plus, un peu moins, mais comme ça. Et donc, et avec 2 sociétés qui pourront être gérées de manière indépendante et focalisée. Chez Atos, en attendant de voir avec Evidian, ça avait été Atos Worldline, si je ne dis pas de bêtises. Là aussi, ça avait été un spin-off plutôt bien vu. Worldline avait connu quand même une vie séparée d'Atos plutôt profitable, non ? Oui, plutôt. Oui, non, mais voilà, L'inverse est... Ça a moins profité à Atos qu'à Worldline, on est d'accord. Dans les mouvements de marché sur les capitaux d'entreprise, justement, Benoît, vous alertez également sur le nombre de reclassements
auquel on assiste aujourd'hui. Alors l'exemple du jour, c'est le reclassement chez Nexans, un actionnaire important chilien qui cède quasiment 10% du capital, qui était sa participation totale peut-être. J'ai pas. Non, il en reste encore un peu. Et c'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Oui, effectivement, il y a eu d'autres opérations. Il y a eu aussi un reclassement chez Biomérieux il n'y a pas longtemps. Il y a eu une autre opération à Zélis au Benelux dans justement la chimie de spécialité, ou en tout cas la logistique autour de la chimie de spécialité. Il y a eu des reclassements chez DSV. En fait, il y a une série d'opérations où effectivement on voit des actionnaires parfois d'assez longue date, qui se désengagent du capital, qui prennent des profits sur des niveaux de marché où, somme toute, la performance des marchés est plutôt bonne, voire très bonne depuis le début de l'année, et où peut-être il y a des actionnaires qui se disent je vais pouvoir redéployer mon capital de façon opportune sur d'autres opérations. Donc, c'est peut-être un signal. En fait, on a le sentiment que autant le marché des IPO reste un peu moribond, etc., autant les banques sont en mesure d'aller solliciter des actionnaires qui étaient des actionnaires un peu de référence au capital de certaines entreprises et de leur dire écoutez, c'est peut-être le moment de reclasser votre papier parce que les investisseurs ont de l'appétit. C'est pas n'importe quelles entreprises, c'est des belles entreprises avec, je pense, des equity stories très intéressantes à vendre aux investisseurs quand on parle de Nexans, Biomérieux, etc. Oui, c'est pas la fin de l'histoire boursière pour ces boîtes-là, c'est simplement que pour certains actionnaires, c'est le moment de tourner. Croissance, et donc peut-être d'autres actionnaires pour accompagner les histoires de croissance de ces sociétés. IPO, alors il y a eu le permis libre qui est rentré sur le marché parisien d'Euronext, il y a Florentès qui arrive la semaine prochaine, on est dans les terreaux, les nouveaux substrats pour les cultures chez les particuliers ou chez les professionnels. J'ai compris que c'était un test important quand même, Florentès. Voilà. Il y en a d'autres dans le pipe, mais si celle-là se passe bien, ce serait bien pour tout le monde et ça faciliterait, j'imagine, la sortie des prochains dossiers. Ça nous amène à la logique de marché. Certains actionnaires historiques de belles sociétés estiment que c'est le moment de. Non mais. La question c'est est-ce que c'est le moment de vendre plus que d'habitude. Est-ce qu'il y en a plus que d'habitude? Je sais pas. Vous avez l'air de suivre. Il y en a plus que d'habitude ou pas? Parce que j'ai toujours vu des actionnaires sortir. Je sais pas, moi j'en profite. Après, ça dépend sur quelle période on prend, mais le rythme de ces dernières semaines est un peu plus important que ce qu'on observe d'habitude. Okay. Alors, non mais ça, c'est des logiques d'actionnaires, j'allais dire, historiques, industriels. Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions pour la logique de marché ou la logique d'investissement? J'en sais rien. C'est une question. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui qui sont plutôt dans l'idée de vendre les rebonds que de racheter les creux? C'est un peu ça la question. Eric, le marché est vraiment très très compliqué parce qu'en fait il se passe vous enlevez les GAFAM et puis le luxe, il se passe plus rien. Donc vous avez Hermès à 30% et puis vous avez les autres qui sont du CAC, même le CAC à 5, 6. Donc et je vous parle pas des business small, il n'y a plus rien. Donc en fait on retrouve des marchés très concentrés avec une participation très faible. De pire en pire. Ah oui, c'est de pire en pire. Parce qu'en fait, vous pouvez pas avoir un portefeuille qu'avec 5 actions. Je veux dire, une fois que vous avez mis Hermès, Air Liquide, donc vous essayez. Aux États-Unis, sur le SPI, c'est pareil. Sur les S&P 500, c'est moins de 10 valeurs qui font la performance depuis le début de l'année. Comment ça? Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ça la vraie question. Alors, est-ce que ça montre un manque de visibilité? Oui, mais du coup, on est tous sur les mêmes valeurs. Oui, mais est-ce que je dois vendre mes Hermès? Non, à chaque fois que je me dis, vous posez la question, boum, ça prend 30%. Donc, et quand ça perd 30, ça reprend 60 en 3 mois. Donc c'est très compliqué. Et donc on a beau essayer d'être réactif. J'ai acheté Nexans parce que là, je sais qu'il y en a un qui sort. C'était une opportunité. Voilà, c'est une opportunité. Oui, vous venez remplacer un actionnaire qui a décidé de sortir. Mais c'est très compliqué sur le marché action là. Je ne sais pas, mais c'est des idées d'attente. Ce phénomène-là, est-ce que ça peut être justement l'idée que les investisseurs se mettent un peu en pause? Il n'y a pas d'idée forte tout de suite et on cherche des refuges qu'on connaît un peu, le luxe, les GAFAM, au moins on est tranquille pour patienter? Mais je ne sais pas si on peut raisonner comme ça, parce que ça fait un moment que ça dure. Et à chaque fois que... on avait eu quand même un marché plus cyclique, un peu différent ces derniers mois. C'était plus uniquement les GAFAM et le luxe.
Oui, enfin, ça a duré 15 quelques jours. mois. Non, quand même. Après la crise bancaire, vous avez eu D'accord, Baléo, depuis machin, 15 qui ont jours. pris 10%, Mais puis je on parle les a depuis reperdus. octobre, moi. Depuis octobre. Octobre, Quand c'était même. il y a bien longtemps. Oui, mais bon, pour un investisseur... c'est- La difficulté qu'on a, c'est qu'en début d'année, on avait le sentiment qu'on avait finalement devant nous une amélioration des perspectives de résultats avec les perspectives macro qui s'amélioraient. Là, on a un coup d'arrêt d'amélioration des perspectives macro avec les incertitudes bancaires et sur le resserrement des conditions de crédit. Et donc aujourd'hui, en fait, on a des marchés qui sont en Europe, certes pas trop chers, mais en fait, quand on retraite des biais structurels, en réalité, on a des marchés qui sont en ligne avec la moyenne, voire légèrement au-dessus, parce qu'effectivement, les sociétés type Hermès, pas tellement LVMH encore, mais Hermès, Ferrari, ces titres-là sont revenus sur leur plus haut historique, quasiment, en termes de L'Oréal, pas loin aussi, j'imagine. Ouais. Et donc, en fait, pour continuer à les acheter, il faut qu'on ait un peu de visibilité sur l'évolution des résultats. Est-ce que finalement on va réviser à la hausse ou est-ce qu'on va réviser à la baisse? On va le savoir bientôt. Oui, en fait, tout le monde va se mettre d'accord dans 15 jours. On est 3 semaines, on le en saura. train d'attendre de savoir effectivement de quel côté va tomber la pièce. C'est là où- Et donc effectivement aujourd'hui on est plutôt dans une phase d'attente parce que pour l'instant on nous dit tout va bien Madame la Marquise, mais on voit bien que on commence à avoir des craquements. Semaine dernière, moi j'étais avec Prismian, donc le concurrent de France, et qui nous signalait que sur un de leurs contrats aux États-Unis, qui avait été signé, finalement, alors le contrat n'était pas annulé, mais le client souhaitait décaler un tout petit peu parce que en fait, les conditions de rentabilité de son contrat, c'était plus tout à fait les mêmes entre le moment où il avait envisagé le contrat et avec la montée des taux. Et donc tout ça, c'est un peu introduit un décalage. C'est le premier qui me le signalait de cette manière-là. Ça ne sera pas le seul. Ça, c'est quand même déjà le prémisse d'un ralentissement. Et donc, si tout le monde fait ça, à la fin, on aura des baisses de résultats. Et éventuellement de marge. Bon, c'est la prochaine séquence importante, avant même les prochaines réunions de Banque centrale qui reviendront début mai, mais la partie résultats à partir des prochaines semaines pour y voir un peu plus clair. Dans le secteur du luxe, c'est intéressant, Benoît, parce que même si le luxe reste un secteur fort, emblématique en France, en Europe, le marché fait quand même la différence entre les acteurs. Hermès n'est pas traité comme un Kering, en l'occurrence. Ou l'inverse, un Kering n'est pas traité comme un Hermès. Il y a une vraie hétérogénéité de performance au sein du secteur. Plus, et là aussi, plus que ce qu'on a pu observer dans des périodes précédentes. Plus, non, pas nécessairement, parce qu'on l'a déjà observé quand même beaucoup l'an passé. Et en fait, on est encore dans les mêmes trajectoires et sans doute dans les mêmes réflexes. C'est-à-dire qu'il y a une surperformance patente quand on regarde les prévisions de résultats trimestriels entre les différents acteurs. Évidemment, en fait, vous avez Kering qui est quand même très à la traîne par rapport aux acteurs leaders du secteur en ce moment, effectivement, les Hermès, les Brunello Cucinelli, les Moncler, les LVMH, qui sont dans une catégorie très distincte de celle de Kering, qui continuent de souffrir de la phase un peu de transition chez Gucci et de la controverse qui les a pas mal pénalisés chez Balenciaga en fin d'année dernière. Et donc, quand on regarde les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel, on a un chiffre d'affaires quasi étal chez Kering attendu en très faible croissance, alors même qu'on a les effets prix embarqués dans les prévisions de chiffre d'affaires. Et par contre, on a des croissances à 2 chiffres chez certains des concurrents. Donc, en fait, la sous-performance opérationnelle attendue se retrouve un peu dans les évolutions boursières récentes parce que l'écart continue un peu de se creuser. Alors, est-ce qu'il est temporaire ou est-ce qu'il y aura un phénomène de rattrapage ultérieur? Ça reste à démontrer dans les performances opérationnelles de Kering. Le management de Kering apporte des réponses stratégiques à ces questionnements du marché? Alors, il y a peut-être des phénomènes temporaires. On peut espérer que chez Balenciaga, la controverse se dissipe avec le temps, comme c'est traditionnellement le cas, mais ça reste à démontrer. Et peut-être qu'il y aura un renouveau aussi marketing, relancé et peut-être créatif chez certaines marques. Chez Gucci, on a évidemment la transition en termes de designer star chez Gucci qui a de l'incidence. Et on a aussi une forme de reconnaissance qu'il faut peut-être adopter les stratégies gagnantes du secteur. C'est-à-dire
densifier un peu les lignes intemporelles et ce qu'on appelle les carry-over dans l'univers du luxe, avec des vraies lignes emblématiques qui se retrouvent en dehors même des collections. Et donc, pour inciter les consommateurs à aller acheter des lignes iconiques. C'est ça. Faut pas tout changer tout le temps, quoi. Exactement. Donc, la dimension très fashion propre aux maisons italiennes est un peu édulcorée au profit de lignes iconiques comme on les retrouve chez les maisons françaises, les Chanel, les Hermès, les Louis Vuitton. C'est pour ça que Kering, c'est un cas un peu particulier. Il y a un vrai pari de stratégie industrielle. Une différence, effectivement, dans ce secteur du luxe, mais qui montre bien que même dans un secteur fort, on a des phénomènes de polarisation et de dispersion qu'on retrouve sur le marché. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Merci. Gilles Guibou, AXA IM, Benoît de Broissia, Montségur Finance, Éric Venet, Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'eau, un thème d'avenir, pourrait-on dire, et nous en parlons avec Arnaud Bishop, gérant chez Thematics Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Vous gérez la stratégie dédiée à l'eau chez Thematics Asset Management, qui est une thématique historique. Le fonds s'appelle Thematics Water, évidemment. Arnaud, quelques commentaires, parce que le thème de l'eau s'est invité brutalement dans le débat public français, pour dire le moins, mais c'est surtout un thème global. Et c'est là où votre lecture et vos commentaires m'intéressent, puisque ce thème, on le retrouve au plus haut niveau des discussions mondiales, au sein d'instances, alors qui paraissent un peu désuètes peut-être aujourd'hui, mais les Nations Unies sont encore une organisation qui peut traiter de ce genre de sujet, et c'était le cas, je crois, il y a quelques semaines à peine, Arnaud. Oui, c'était à peine 2 semaines, pour la première fois depuis une 50aine d'années. On a effectivement un ensemble de pays qui sont regroupés à New York pour discuter de la problématique de l'eau, des enjeux autour de la disponibilité et surtout de l'impact du changement climatique sur la ressource. Ouais. D'ailleurs, mais c'est un thème, ça y est, qui est porté au niveau mondial et qu'on retrouve, j'imagine, pays par pays. La France n'étant qu'un exemple, justement, peut-être de ces conversations ou de l'immixtion du thème de l'eau dans le débat public. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, aujourd'hui, on parle beaucoup d'eau. On parle le plan eau, les événements Sainte-Soline, évidemment. Le plan eau. Pour certains, peut-être, vous avez vu aussi des éléments sur la pollution, par exemple, de ces fameux polluants éternels. Il y a un groupement de journaux européens qui ont fait une analyse sur les sites potentiellement pollués en Europe, et on a vu que ces fameux polluants éternels, donc ce qu'on appelle les PFAS, en fait, on en retrouve partout. Et là encore, c'est pas une problématique qui nous est propre, c'est une problématique globale, nous, qu'on suit maintenant depuis un peu plus de 5 ans aux États-Unis. Pour une fois, ils sont un petit peu en avance sur nous. Intéressant, parce qu'avant même la question de la disponibilité ou de la raréfaction de la ressource, qui est un vrai sujet, la question de la qualité de l'eau. Et vous dites, ce débat aux États-Unis est bien plus avancé que chez nous en Europe, y compris dans un cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place. Exactement, donc aussi dans l'actualité, alors là pour le coup pas sur la France, mais aux États-Unis, il y a eu cette décision au niveau fédéral, donc c'est-à-dire qui regroupe tous les États. Beaucoup des réglementations aux États-Unis sont État par État, mais il y a quand même des guidelines, je dirais un encadrement au niveau fédéral. Et là, sur ces PFAS, on a effectivement un projet de réglementation qui a été émis et qui finalement donne une idée de là où on va en termes de concentration dans l'eau potable de ces substances. Donc pour rappel, les PFAS sont des substances chimiques qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, le téflon en est un, le Gore-Tex, désolé de citer des marques, oui, c'est vrai. Ce qui parle à tout le monde. Bien sûr. Mais concrètement, ce sont des produits qui, en infime quantité, ne posent pas de soucis, mais comme ils se dégradent très très lentement, d'où leur surnom de polluant éternel, on voit leur concentration augmenter dans les ressources en eau. Et on atteint des niveaux de concentration qui commencent à devoir être pris en compte pour des questions de santé publique. Exactement. Donc aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont annoncé, puisque en fait le niveau de la réglementation qui a été proposée, c'est ce qu'on est capable de détecter dans l'eau. C'est-à-dire que si on pouvait détecter de manière plus précise, peut-être que la réglementation serait encore plus pointue. Ce qui prouve que ça a un effet qui n'est pas très bon sur notre santé, effectivement. Ouais. Quelles sont les réponses que les entreprises apportent
par rapport à ce genre de problème, puisque c'est bien le thème de l'investisseur pour vous, aller trouver des entreprises qui peuvent apporter des solutions justement sur la question de la ressource eau, ou les questions qui se posent pour la ressource eau, qui est toujours une ressource particulière, Arnaud, sur la question de la pollution, justement, il y a des solutions existantes qui sont, je sais pas, éprouvées aujourd'hui. On est encore dans le domaine de la recherche. Alors non, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Effectivement, nous, quand on regarde un peu l'opportunité d'investissement dans le secteur de l'eau, il y a peut-être qu'on en parlera un petit peu après, mais tout ce qui est effectivement concentré sur l'optimisation de la quantité, comment est-ce qu'on est plus efficace dans l'utilisation de l'eau, mais il y a aussi effectivement la protection de cette ressource, comment est-ce qu'on fait face à la pollution. Et l'un des premiers bénéficiaires au final d'exemples tels que les PFAS, parce que malheureusement il y en a d'autres, mais globalement ça va être déjà les sociétés qui font les tests. Donc, il n'y a pas très longtemps, on s'entretenait avec les équipes d'Eurofins. Et Eurofins, par exemple, fait des analyses de l'eau. Et aux États-Unis, c'est l'un des premiers laboratoires, chaîne de laboratoires, qui voit beaucoup de croissance dans ce genre d'analyse, qui sont des analyses assez spécifiques, qui requièrent des matériels avec effectivement un niveau de précision élevé. Et juste pour la petite histoire, avec le responsable des relations investisseurs d'Eurofins, il y a quelques semaines, on discutait de PFAS, justement. Ce qu'il nous disait, c'est qu'il y a 3 ans, il y a peut-être 1% des investisseurs qui avaient une idée de ce que c'était. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50%. Ça commence à grandir, mais globalement, ça reste à peine. Et pour une boîte comme Eurofins, qui fait des tests, alors, enfin, je veux dire, très très large pour toutes les industries, pour tout type de tests, justement, oui, c'est un vrai relais de croissance, c'est un vrai. Ça peut prendre un poids vraiment important. Alors, vraiment important, ça ne va pas révolutionner, ça ne va pas devenir Eurofins, PFAS. Oui, je comprends. Mais ça fait partie. Nous, ce qu'on estime, c'est qu'il y a une trentaine d'années, vous aviez 8 composants qu'on mesurait dans l'eau potable pour savoir si elle pouvait être distribuée. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 80. Là, je parle pour l'exemple américain. Dans la pratique, il y a plus de 8000 composants qu'on devrait certainement mesurer en fonction des géographies. Donc c'est ça, en fait, l'opportunité de croissance pour une société comme celle-là. Donc ça, c'est effectivement le premier pour répondre à votre question. Clairement, le deuxième type d'entreprises qui vont être exposées à ce genre de polluants et pouvoir offrir des solutions, c'est celles qui sont exposées aux infrastructures. Parce qu'effectivement, quand on met une régulation sur les PFAS, il va falloir mettre en place des systèmes pour abaisser la concentration de polluants dans l'eau qu'on va distribuer. Donc des sociétés à la fois qui opèrent, typiquement tout le monde va penser en France Veolia, mais aussi ceux qui fournissent ces équipements. Et comme je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sociétés qui existent sur le marché. Et il y a une société comme Evoqua, par exemple, aux États-Unis, qui a fait l'offre d'un rachat, qui a fait l'objet d'une offre de rachat en début d'année. C'est pas, je dirais, anodin. Non. Et ça montre clairement que l'industrie voit dans cette opportunité un potentiel assez énorme. Sur la question de la quantité d'eau et du risque de raréfaction de la ressource, amplifié avec le phénomène de changement climatique, Arnaud, et vous l'expliquez à chaque fois, c'est aussi dans les deux sauces. Il y a des zones où il y aura peut-être trop d'eau et en trop grande quantité avec tous les dégâts que ça peut produire, et des zones où il y en aura beaucoup moins, voire plus du tout structurellement. Quels sont, là aussi, dans le débat public auquel on a pu assister ces derniers jours, beaucoup de questions sur le volume de déperdition d'eau qu'on peut avoir dans un pays comme la France, avec des champions nationaux, vous en avez cité l'un d'entre eux, et puis la question aussi du recyclage des eaux usées, dans l'idée d'une économie circulaire. Est-ce que ce sont des leviers d'action importants ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont justement à apporter des solutions sur ces questions-là? Alors, effectivement, il y a plusieurs éléments autour d'un peu de la question, mais concrètement, si on regarde l'aspect quantité, il y a le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est à peu près convaincu que ça va avoir un impact sur notre quotidien et qu'il faut s'adapter. L'adaptation, c'est vraiment le terme important. Et l'exemple du plan français, le plan eau, c'est vraiment autour de cette adaptation. Donc c'est faire une utilisation plus efficace. On a parlé de sobriété énergétique, maintenant on parle de sobriété hydrique. Alors là, peut-être juste une chose à partager avec vous. On parlait de cette réunion aux Nations Unies en introduction. Il n'y a pas eu des tonnes d'annonces, il y a eu beaucoup effectivement de discussions,
Mais quelque chose qui m'a marqué pour ma part, c'est un engagement de plus de 1000 entreprises. Donc là, je parle d'entreprises privées industrielles pour investir dans des solutions qui vont leur permettre d'être plus efficaces. Parce que de la même manière que quand on utilise et qu'on émet beaucoup de carbone, les investisseurs vous pointent un peu du doigt. Aujourd'hui, pour une entreprise, la sobriété hydrique est aussi quelque chose qui est important. La question de l'eau pour les industriels, ST Micro à Grenoble, ils en savent quelque chose. Il y a eu des manifestations devant un projet d'expansion de l'usine parce que la fabrication de puces nécessite effectivement d'utiliser de l'eau. Donc concrètement, c'est plus de 1000 entreprises ont annoncé des investissements pour les 5 ans à venir de plus de 400 milliards de dollars. C'est considérable. Alors je pense que ça en compte beaucoup de choses. On n'a pas eu tout le détail à ce stade, c'est un peu tôt. Mais concrètement, il va y avoir beaucoup d'investissements de la part des utilisateurs, déjà un peu du fait de la pression simplement économique, mais aussi réputationnelle. Et puis après, effectivement, si je vais sur l'autre côté de votre question, qui était par rapport à ces réseaux, effectivement, on voit aussi dans le plan eau français, adaptation au changement climatique, on perd en France plus de 20% de l'eau qui est mise dans les réseaux. C'est-à-dire, finalement, entre ce qui va être injecté par le distributeur d'eau en amont du réseau et puis ce qui va être utilisé finalement et facturé, parce que c'est ce qu'on arrive à mesurer, on voit qu'on en perd 20%. C'est beaucoup. Alors déjà, c'est normal. À l'échelle internationale, c'est pas énorme. C'est déjà une bonne chose à dire. On n'est pas des si mauvais élèves. Bien sûr, on peut faire mieux. Maintenant, ça a un coût. Et donc, effectivement, la vraie question pour nous, puisque au final, c'est nous qui allons payer, c'est quels sont les bons investissements à réaliser. Et là, il n'y a pas une bonne solution. Là, ça va vraiment dépendre de où on se trouve, combien ça coûte de mettre de l'eau dans le réseau. Parce qu'au final, cette eau qui perd, elle se retrouve quand même dans le milieu naturel. Peut-être juste une chose importante, on voit beaucoup d'innovations dans ce segment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que des choses qu'on ne savait pas faire, qu'on ne pouvait pas faire il y a maintenant 20 ans, aujourd'hui, on a la capacité d'aller mettre des capteurs, des sondes, des infrastructures intelligentes. Voilà, des choses qui vont communiquer. Il y a des réseaux téléphones qui n'existaient pas à l'époque et donc qui permettent à tous ces capteurs finalement de modéliser et d'optimiser et finalement de bien décider où on doit faire ces investissements parce que le quoi qu'il en coûte, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour tout et sur l'eau notamment, il va falloir faire des choix. Est-ce qu'il va falloir stocker encore plus d'eau demain que ce qu'on fait aujourd'hui? Le stockage d'eau existe. Historiquement, un barrage, c'est un stockage d'eau. Est-ce qu'il en faudra encore plus? Et d'autres solutions de stockage d'eau, peut-être? Alors, le stockage d'eau, il y a tout effectivement un débat. Alors, on le fait déjà avec des barrages, bien souvent avec aussi la volonté de faire la production d'énergie. Donc, on a bien souvent plutôt les revenus de ces infrastructures qui viennent de la production d'énergie plutôt que du stockage de l'eau. Ce stockage de l'eau, il a une vocation pour les barrages aussi environnementale, pour entretenir notamment l'étiage. Donc, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, pouvoir en relâcher pour que les poissons en plein été ne se retrouvent pas sur le dos, même si l'été dernier, ça s'est quand même passé. Faire des stockages à grande échelle, tels que ceux qu'on voit pour Sainte-Soline, ce n'est pas une solution de long terme de mon point de vue. Ça peut être un moyen effectivement de fixer un peu le problème à courte échéance, mais à longue échéance, clairement, il va falloir réfléchir à des solutions stratégiques. Notamment, quelque chose, là encore, qui est repris dans le plan eau, et je pense que de ce point de vue-là, ce plan va quand même dans le bon sens, c'est tout ce qui est réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui, en France, je disais que sur les fuites, on n'était pas un mauvais élève. Ouais. Sur la réutilisation des eaux usées, on n'est pas en avance. Alors, est-ce qu'on est un mauvais élève? Je ne sais pas, parce que jusqu'ici, là encore, ça a un coût. Et ça a aussi, pour certains, une barrière, je dirais, d'aller réutiliser finalement les eaux qui sortent des stations d'épuration de manière immédiatement. On a un problème avec ça. À Singapour, on réutilise. On est plus sur quelque chose de fondamental pour Singapour. C'est une île qui dépend aujourd'hui de la Malaisie pour son approvisionnement en eau potable, et ils se rendent compte que c'est une raison existentielle pour l'État. Donc ils ont vraiment mis en œuvre cette réutilisation des eaux usées et le dessalement à grande échelle. Israël, même manière, environnement, ils sont à 80% de réutilisation de leurs eaux usées. L'Espagne, l'Italie, qui sont plus proches de nous, un peu plus chauds quand même, sont plus aux alentours de 10%. Nous, on est à 1%.
parce que jusqu'ici, Ah ouais, je comprends. effectivement, il n'y avait pas Cette pression. cette pression voilà. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que on va avancer. Alors, je pense qu'on n'ira pas bien au-delà de 10%. C'est pas non plus la solution à tous les Non. maux. On va pas avoir Non, mais une c'est économie plusieurs solutions, complètement j'imagine, circulaire. qui se cumulent. Exactement. Ouais. Et sur le recyclage des eaux usées, ce qu'on observe bien souvent, c'est une combinaison avec un stockage souterrain. Donc, on fait un traitement un peu plus avancé que la normale, je dirais, normale au sens quelles sont les normes environnementales, et puis on réinjecte ça dans la nappe phréatique parce que la bonne nouvelle, c'est que la nature nous offre un service finalement que bien souvent on a du mal à reconnaître, mais qui va être dans une nappe phréatique, vous avez une filtration qui se produit et qui effectivement offre une solution intéressante et relativement peu chère puisque c'est gratuit. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Merci. Bishop qui venait parler de l'eau dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, gérant chez Thematics Asset Management. Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.